Bon, j'ai pris quand même quelques notes, parce que voilà, c'est une émission sans filet, on peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Alors, par quoi on va commencer? Par Amazing Spider-Man. Qu'est-ce qui va pas dans Amazing Spider-Man? Bon, je vais peut-être faire plutôt un bilan pour le moment, pour dire tout de suite ce qu'il en est. Bon, c'est pas un mauvais film. Loin s'en faut. C'est même un film qu'à chaque fois que je le revois, je le rehausse dans mon estime, parce que finalement, il s'en tire pas trop mal. Il y a cependant quelques petits problèmes qui sont assez agaçants, surtout quand on connaît l'univers et qu'on se paye des scènes... On se demande d'où ça sort, qui les a écrites. Alors, qui sont les responsables du scénario? On retrouve au scénario James Vanderbilt et Alvin Sergeant. Alors, Alvin Sergeant, il me semble qu'il était déjà présent dans Spider-Man 2 et 3, aux côtés de Sam Raimi. Il me semble que oui, il y était. Et... Oh, Steve Kloves. Oh là là, c'est familier ça. Vous connaissez pas Steve Kloves? Si, essayez de réfléchir. Si, c'est le mec qui a scénarisé pratiquement tous les Harry Potter, à l'exception du 5e, où il avait pris un congé sabbatique. Et donc, qui était bien. C'était bien ce congé sympathique d'ailleurs. Oui, bah, les 2 premiers sont excellents, c'est bien scénarisé. Oh, mais le 3e excellent, attends, non, je peux pas t'entendre dire qu'il est mauvais. On en reparlera pour une prochaine vidéo, si tu veux bien. Il y a quelques petits trucs qui me gênent. Bah, on peut quand même être d'accord pour dire qu'il a merdé sur le 7. Hein, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, et même le 6. On va quand même pas me dire qu'il a réussi... Oui, mais on touche pas au 3. On touche pas au 3. Bah, le 4, on peut toucher. Voilà, et encore moi j'essaye de rester neutre, elle est déjà engagée, vous voyez. Hein. Oui, on touche pas Harry Potter 3. J'aurai ma baguette magique ce jour-là, tu verras. Je te ferai changer d'avis. Non, jamais. Non, mais d'un point de vue purement cinématographique, les cinéphiles, s'il y a un épisode d'Harry Potter, je me permets une petite transition, qu'ils préfèrent, c'est bien l'épisode signé Alfonso Cuarón. Je veux dire, beaucoup de cinéphiles que je connais ne regardent et ne concèdent que celui-ci, en qualité cinématographique pure. Oui, c'est vrai que, bon, esthétiquement, il est superbe. Mais bon, après, on digresse là, je te ferai remarquer. Ouais, c'est pas grave. On en parlera pour une prochaine vidéo, vous avez compris. La prochaine vidéo hors série, ça sera Harry Potter. On va les dézinguer. Hein. Oui, mais on dézinguait. Surtout David Yates. Ouais, Mike Noble. Qu'il aille pourrir en enfer. Ouais, Mike Noble aussi. Oh, non, bon, laisse-le tranquille, il a fait ce qu'il a pu. Non, il a pas fait ce qu'il a pu, il a fait soi-disant ce qu'il voulait. C'est bien ce genre de vidéo, vous avez vu comme le débat est houleux. on va se charcuter à la fin, vous allez voir. Bon, où j'en étais? Ah oui, alors on parlait de Steve Kloves, oui, alors, ça fait pas tellement plaisir de le revoir, d'autant qu'il revient dans le 2, il me semble. Il n'est pas crédité au scénario, bizarrement, mais quand on regarde les bonus, on a quand même Mark Webb qui nous dit mais Steve Kloves était présent sur le tournage de Amazing Spider-Man 2. Donc voilà, voici le responsable, parce que moi, très sincèrement, les problèmes de ce film, c'est pas tant un problème de réalisation. Je pense que Mark Webb s'en tire pas trop mal. Pour un type qui n'a que... Il a réalisé quoi, 500 jours ensemble, qui était une comédie romantique avant. Il s'en tire pas trop mal. Hein. Ça fait encore un parallèle avec David Yates, qui avait réalisé que des téléfilms avant de se retrouver à la tête d'Harry Potter. C'est formidable quand même. Il s'en tire pas trop mal. Niveau effets spéciaux, c'est très bon. Niveau direction des acteurs, c'est excellent. On a enfin un film avec Gwen. Et une Gwen qui n'est pas une potiche comme nous l'avait montré Sam Raimi. Oui. C'est vrai que celle-là, je l'ai encore en travers de la gorge. Des accidents de parcours, des nombreux accidents de parcours du numéro 3 d'ailleurs. J'ai pas compris son utilité à Gwen dans Spider-Man 3. Mais mon dieu, Bryce Dallas Howard. Mais qu'est-ce qu'elle allait se mettre là-dedans? Il a fait quand même d'une nana qui est intelligente et sensible, une espèce de blondasse potiche, et puis allumeuse en plus de ça, avec des ongles manucurés comme dit Mary Jane dans le film. Elle me dégoûte dans ce film, franchement. Pour voir que Sam Raimi est censé être un fan de Spider-Man, il n'a pas bien compris le personnage pour le coup. Ou alors, on lui a imposé aussi, il s'est décidé à la maltraiter, j'en sais rien, mais il y a un problème quelque part. Donc oui, Andrew Garfield en Peter Parker Spider-Man, qui va très bien pour le rôle. Son côté filiforme, un peu maigrichon, va très bien avec le personnage. Il y en a qui s'en sont offusqués, pas moi, je m'en offusquerai pas. Il s'en est très bien tiré. Emma Stone en Gwen, impeccable. Ça se voit d'ailleurs qu'il y a une alchimie entre les deux, ils sortent ensemble si mes souvenirs sont bons, ça se voit à l'écran. Après tous les acteurs sont plutôt bons, hein. Il n'y a pas de défaut au niveau technique, au niveau purement physique. C'est vraiment quand on gratte un petit peu la forme, quand on entre un peu dans le fond, qu'on se rend compte qu'il y a des choses absolument
bizarroïde, et notamment aussi au niveau du scénario. Moi, j'ai noté qu'il y avait 3 intrigues en même temps dans ce film. Alors, c'est pas mal de multiplier les intrigues, mais encore faut-il que ça se termine comme il faut. Alors, vous avez l'intrigue, les parents de Peter Parker, le mystère de leur disparition, sur quoi ils travaillaient, etc. Vous avez la traque de l'assassin de l'oncle Ben, et vous avez l'intrigue avec le lézard. Et bien sur ces 3 intrigues, il y en aura une seule qui aura un dénouement à peu près propre, c'est celle du lézard. Vous avez celle des parents de Peter Parker qui s'arrête comme elle a commencé, c'est-à-dire elle ne mène nulle part, ça s'arrête comme ça brutalement, Peter décide de plus chercher, on ne sait pas pourquoi, il reprendra les recherches que dans Amazing Spider-Man 2. C'est-à-dire, ils n'ont même pas essayé de trouver une fin potable. Et, je sais pas, Peter Parker aurait pu tomber dans une impasse et puis s'arrêter là. Bon, je peux pas continuer, je reviendrai plus tard. Enfin, même pas, ça s'arrête comme ça, pouf. Comme ça a commencé, au bout de 20 minutes de film. À partir du moment où il se fait mordre par l'araignée, c'est fini. On n'entendra plus parler des parents de Peter Parker pendant tout le film. Alors qu'il existe des scènes coupées où cette intrigue revient continuellement dans le film, et qui ont été coupées au montage. Mais de toute façon, il y a des problèmes au niveau du montage des 2 Amazing Spider-Man. Je pense que les producteurs, ils ont une belle chemise dans le côté un peu what the fuck de la chose. Il y a la scène de la mort de l'oncle Ben. Alors elle, au début je disais, elle n'a pas de dénouement. En fait, je me suis trompé, il y en a un. Même s'il est en filigrane, c'est le capitaine Stacy d'ailleurs qui le dit, qui considère Spider-Man comme un vulgaire justicier qui cherche vengeance en traquant un seul criminel. Et c'est vraiment la scène du pont, au moment où Spider-Man sauve le gamin dans la bagnole, scène d'ailleurs qui a fait hurler les fans en disant « Spider-Man n'enlève pas son masque !» je vous montrerai en post-prod, je mettrai un petit encart, je vous montrerai une BD où on le voit dans une scène similaire enlever son masque. Et ne venez pas dire que ce n'est pas dans le comic book. Et ça a été fait chez Sam Raimi, hein. Aussi, oui, je sais mais plus à chaque fois lequel. qu'il faisait ça, t'avais les fans qui commençaient à conspuer en disant « Ah, mais pourquoi Spider-Man il enlève son masque à chaque fois ?» T'imagines un gamin qui a genre 8 ans, 9 ans, qui a peur des araignées, enfin, je me mets à la place d'un gamin, enfin même d'un adulte d'ailleurs, un mec habillé en araignée. Surtout c'était une marotte chez Stan Lee, Spider-Man ne devait jamais enlever son masque. Oui, mais chez Stan Lee. Oui, chez Stan Lee. Mais à partir d'un moment, d'autres scénaristes sont arrivés et ils se sont mis à considérer que Peter Parker étant un New-Yorkais comme les autres, quand il n'a pas son costume et qu'il ne tisse pas d'étoiles, une tête parmi tant d'autres, on le reconnaît pas. C'est vrai qu'il est insignifiant, Peter Parker, quand il n'a pas son costume. Donc, c'est vrai que l'histoire du masque, c'est vraiment faire du chipotage pour pas grand chose. Hein. Je vous montrerai de toute façon, il y a une scène équivalente à celle d'Amazing Spider-Man, je vous dirais que c'est pas si éloigné que ça de la BD pour le coup. Et du coup, quand il sauve ce gamin, il prend conscience que son boulot, c'est pas d'arrêter un seul criminel pour savourer sa vengeance, c'est d'aider les gens autant que faire se peut. Donc en fait, il comprend son véritable destin, et donc la scène de toute l'intrigue traque de l'assassin de l'oncle Ben trouve un dénouement là-dessus. Il trouve pas l'assassin de l'oncle Ben, et à vrai dire maintenant c'est plus sa priorité. Donc bon, de ce côté-là c'est pas trop mal.